27 mai 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Une redistribution des cartes dans l'espace sahélo-sahérien. Un mouvement géopolitique qui ne dit pas son nom. Et on a l'impression que tout est sous silence, mais pourtant il y a beaucoup de choses que nous pouvons d'ores et déjà analyser. Beaucoup de voyages, tout tourne autour des pays de l'AES. Les pays de l'AES montent en puissance. Les pays de l'AES sont en train d'être positionnés sur l'échiquier mondial d'une façon très stratégique. Une influence due en grande partie à cause du respect que les armées de l'AES sont en train d'imposer. C'est pourquoi il faudrait encourager les autorités de l'AES à maintenir le cap. Vous avez suivi sans doute avec nous les voyages de ces derniers temps. Beaucoup de pays ont envoyé leurs représentants ou en tout cas des dirigeants ici, sur place. Vous avez les Émirats Arabes Unis qui ont dépêché leur ministre des Affaires étrangères. Vous avez l'Arabie Saoudite qui a dépêché son chef d'état-major, qui a même rencontré le ministre de la Défense du Mali et son homologue, le chef d'état-major du Mali. Vous avez la Libye, le maréchal Khalifa Haftar. Comme d'habitude, c'est son fils Saddam Haftar qu'il envoie dans beaucoup de pays. Saddam Haftar, pour la deuxième fois, il est arrivé en Libye. Il a déjà été, si je ne me trompe pas, le 10 avril comme ça en Libye. Pardon, au Niger. Il était au Niger, il était au Burkina. Et cette fois-ci, il revient encore au Niger. Deuxième voyage, à l'espace de 2 mois, du général Saddam Haftar au Niger. Pourquoi tous ces mouvements? Au même moment, il y a une coopération aussi avec les Marocains. Pourquoi tous ces mouvements? Autrefois, ces pays, précisément le Mali, c'était sous influence. Les Noirs, tout devait passer par Alger ou Paris. Et là, nous avons un chamboulement de cas. Alger et Paris sont totalement poussés à la sortie. Pour être clair, autrefois, quand il y avait crise au nord du Mali, il faut l'accord d'Alger, il faut l'accord de Ouagadougou chez Blaise, où c'était la DGC. Tout se discutait entre Alger et Paris. Et maintenant, les pays de l'Est sont en train de diversifier leurs partenaires. Ils ne vont pas vers les partenaires, mais ce sont les partenaires qui viennent vers eux. Venir taper à leur porte. Chacun propose son plan d'action, chacun propose son agenda. Nos dirigeants sont là. Ils ne bougent pas. À part que j'ai vu le Niger, le ministre de l'Intérieur, le général Toumba, que nous saluons au passage, qui s'est rendu au Niger, parce qu'on dit en Bambara, Bonyabé, Bonyamaségibé. Pardon, il s'est rendu en Libye. Bonyabé, Bonyamaségibé. C'est-à-dire, si on vous fait honneur, il faudrait savoir retourner les honneurs aussi à celui qui vous a fait, en tout cas, part de ses honneurs. Donc, chez nous, il faut savoir répondre aux honneurs. Donc, le général, le ministre de l'Intérieur s'est rendu du côté de la Libye. Tous ces mouvements autour des pays de l'Est, il faudrait voir qu'est-ce que ces pays ont en commun. Ces pays dont on parle, que ce soit les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Libye du maréchal Haftar, les Maroc, ce sont des pays qui ont des bonnes relations avec l'oncle Sam, avec les États-Unis. Nous sommes des analystes, on n'est pas dans les émotions. Alors, faut-il voir une mission, une main cachée de l'oncle Sam derrière ces pays pour parler avec les pays de l'Est? Il n'est pas à exclure. Mais il faudrait savoir que l'oncle Sam va avec plusieurs visages. En Afrique subsaharienne, notamment au niveau de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Généralement, vous avez le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et un peu la Tanzanie récente qui défendent. Quand vous voyez leurs troupes, on vous dit maintien des paix hautes, c'est pour défendre les intérêts de l'oncle Sam. Quand vous voyez le Rwanda, l'Ouganda, ce sont les États-Unis. Ne tournez même pas autour du pot. C'est des clés un peu géopolitiques de l'Afrique aussi. Et dans le monde arabe, quand vous voyez la Jordanie, vous voyez le Maroc, vous voyez les Émirats Arabes Unis, vous voyez l'Arabie Saoudite, leur volet militaire, c'est une connexion avec les États-Unis. Et là, les trolls algériens vont dire, vous voyez, vous êtes jeté entre les mains des Américains. Non, on entend tout le monde, on écoute tout le monde. Nos dirigeants sont très mûrs, ils sont très matures. Ils savent ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui viennent vers nous. On prend les soins, on écoute tout le monde. Chacun apporte ses propositions. Et c'est ça
l'indépendance et la souveraineté. Nous ne sommes pas des enfants. Il ne faudrait pas prendre les pays africains comme des enfants. Hey, méfiez-vous, mettez-vous, faites attention, méfiez-vous, vous allez vous brûler la main. Non. Nous savons écouter tout le monde. On observe tout le monde et nous savons aussi qui est qui. Ce n'est pas moi, votre humble serviteur, qui comprend un peu ces enjeux. En plus forte raison, nos autorités, les dirigeants, je suis convaincu qu'ils ont sans doute des conseils autour d'eux qui comprennent tous ces enjeux. Quand vous voyez ces pays, oui, il y a une connexion de l'oncle Sam. Ces pays ont leurs propres intérêts à défendre, tout comme il ne faudrait pas exclure que ces pays, beaucoup d'entre eux, ont des dents contre le comportement de la gente algérienne, la gente tebbounienne, ont des dents contre l'alliance militaire franco-algérienne, contre les pays de l'AES. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez suivi la visite, le voyage du ministre de la Défense du Mali à Kidal, où il allait visiter une raffinerie d'or dans Kidal. C'est très important à préciser. Prenez cet élément pour nous aider à comprendre davantage. Une raffinerie d'or à Kidal. Et cet or, pendant plus de 10 ans, n'a jamais profité au Mali, même pas un seul gramme. Où était exporté cet or? Alger en bénéficiait, et sans doute les Émirats arabes unis. Si on ne peut plus avoir cet or par voie de trafic, puisque maintenant ce sont les FAMA qui ont pris, ce sont les autorités du Mali, qui ont pris le contrôle de Kidal. Kidal a été libéré. Si tel est le cas, il faut venir par la bonne porte. Autrefois, si vous preniez quelque chose par la fenêtre, et dorénavant, le propriétaire de la maison a repris ses moyens, a fermé la fenêtre, vous allez venir taper par la porte. Et c'est à lui de dire si vous devez entrer ou pas. C'est ce qui se passe. Pour ceux qui veulent comprendre. Les Émirats arabes unis ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Et c'est quoi les plans proposés? C'est comment lutter contre le terrorisme ensemble. Je vois même la visite du chef d'état-major de l'Arabie Saoudite. Il est question de mettre en place, je ne sais pas, une commission de 200 experts, 30 stagiaires pour enquêter, trouver les sources de financement des terroristes et puis sécher ces sources de financement. C'est bien beau, c'est bien dit. Nous sommes les analystes des questions géopolitiques, géostratégiques à partir de l'espace AES. Nous devons conseiller nos autorités. Ceci est notre devoir pour réussir ce combat. Oui, nous devons vraiment les conseiller. Parce que c'est à quoi on assiste. Quels sont les pays dans le monde qui sont généralement cités comme soutien financier du terrorisme? La même question, pour avoir la réponse, nous on soulève, on pose des problématiques. Et je suis convaincu que chacun de mes abonnés sait décrypter. Aujourd'hui, il y a un terroriste qui est arrivé à la tête de la Syrie, en renversant Bachar al-Assad. Et j'ai entendu certains dire que non, Bachar était un dictateur. Qui a fait, en quoi il est un dictateur? Qu'on le veut ou pas, il a été élu comme il le veut. Ok. Bachar al-Assad, qu'on le veut ou pas, il a beaucoup aimé son peuple, le peuple syrien. Et il travaille pour son peuple. Bachar al-Assad a été renversé par un terroriste dont la tête a été mise à prix par les Américains à hauteur de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, on dit que sa tête n'est plus mise à prix. Parce qu'ils avaient conditionné que si leurs intérêts seraient pris en compte, ce qu'Israël voulait entre les mains de Bachar al-Assad, c'est-à-dire les restes du plateau de Golan, aujourd'hui Benjamin Netanyahu a déployé ses militaires au sud de la Syrie. Ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. De l'autre côté, la Turquie a son homme à la tête de la Syrie. Et aussi un pays de l'OTAN. L'Arabie Saoudite, le Qatar ont plaidé pour que toutes les sanctions soient levées contre la Syrie. Donc les sanctions, c'était pour soulever aussi les populations de la Syrie. Les soulever, et un terroriste est arrivé à la tête de la Syrie. Ce terroriste, c'est Abu Mohamed al-Julani. Dorénavant, il est le président en exercice de la Syrie. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays, la Ligue arabe, tous ces pays ont appelé à lever toutes les sanctions contre la Syrie. Et je crois que le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont même engagés à rembourser toutes les dettes. Mais Julani, c'est un terroriste pour nous. Il a été membre d'Al-Qaïda, il a été membre de l'État islamique, il a été chef des HTC, Ayat Tahrir al-Sham. Aujourd'hui, il est au pouvoir, on lève toutes les sanctions. Il est réussi un peu partout. Ça pose des questions.
Les mêmes pays sont venus dans l'espace AES proposer de lutter contre le terrorisme. Je veux comprendre qu'est-ce que ça inclut réellement. Moi, je me pose juste des questions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous nous posons juste des questions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il dit de sécher les sources de financement. Et moi, je pensais qu'au vu de leur budget militaire, c'était peut-être, ok, prenez 10 milliards de dollars, ou bien faites-nous un budget opérationnel contre le terrorisme sur 12 mois. Après tout, ce sont les armées qui ont intervenu au Yémen. Là-bas, il n'y avait pas de terroristes. Les terroristes qui y opéraient sont d'ailleurs opposés aux outils. Donc, sont pro les forces soutenues par les Saoudiens. Donc là, ça ne colle pas beaucoup. Au Yémen, ils n'ont pas intervenu pour dégager les terroristes d'Al-Qaïda qui occupent une partie du sud du Yémen, mais bel et bien contre les outils qui sont tous dans tout sauf le terrorisme. Bon, c'est là que ça paraît bizarre. Ça devient bizarre. Vous savez, dans les relations interétatiques, ce qui compte, ce sont les intérêts que vous avez à défendre pour votre pays. Les intérêts à défendre pour votre pays. Nous, autres Africains, on n'est pas dans certains intérêts. Quand je dis les intérêts à défendre, comprenez qu'est-ce que cela implique. Pour nous, aujourd'hui, les pays de l'Est doivent faire une contre-proposition à ces pays qui sont venus. Et ça varie d'un pays à un autre. Aux Émirats arabes unis et au Qatar, il faudrait leur demander si réellement leur projet de lutter contre le terrorisme, sécher le financement du terrorisme est sincère. Je ne pense pas que ce sont des experts qui peuvent venir à bout. Mais les services de renseignement des 3 pays de l'Est, plus les armées des 3 pays de l'Est, notamment la force unifiée de l'AES, il faudrait leur dire que l'Est, avec ses maigres moyens aujourd'hui, est parvenu à mettre sur pied une force de 5000 hommes. Et que nous demandons, si réellement ils sont sincères, de nous aider. Nous avons déjà des hommes. La jeunesse est déterminée. D'augmenter au moins cette force à 30 000 hommes. Donc 10 000 déployés de part et d'autre des frontières. Qui n'auront d'autre mission que de les traquer. Donc c'est 25 000 hommes en plus. Et un plan de financement sur 2 ans. 2 ans. Avec les matériels, leur budget. C'est-à-dire avec toutes les dépenses qui vont avec. Pour traquer ces terroristes. Pour moi, ça, c'est la première des choses. C'est la contre-proposition que les pays de l'Est doivent formuler à l'endroit des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Premièrement. Deuxièmement, c'est de leur demander de contribuer efficacement à barrer les chemins. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus agressés par le terrorisme de la coalition otano-algérienne, mais il s'agit de la coalition franco-algérienne, précisément. Il faudrait mettre leur poids diplomatique aux côtés des pays de l'Est pour obtenir d'abord la mise en accusation de la junte macronienne, parce que le Mali a déjà déposé une plainte. Et nous savons que ces pays, de par leur relation avec l'oncle Sam et Netanyahou, peuvent obtenir cela. Si les combats, si leur demande est sincère. Deuxième élément. Autre élément. D'obtenir encore l'ouverture de l'enquête qui conduira sans doute à la mise en accusation de la junte tébounienne. L'agression. Les drones maliens abattus étaient sur le point de venir d'éliminer les principaux chefs terroristes de la bande sahélo-saharienne. Donc si ces pays veulent réellement aider, financement d'accord, mais il y a certains problèmes qui sont déjà connus. Il faut les amener sur ce terrain. Troisième chose que ces pays peuvent faire, c'est d'utiliser les réseaux souterrains pour désengager certains terroristes qui ont été activés. Oui, qui ont été récupérés et activés par l'alliance tébouno-macronienne. Maintenant, au-delà de cela, ces pays peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils sont venus. Au Mali, ils ont dit quoi? La coalition des pays musulmans contre le terrorisme.
Or, les gens qui font le terrorisme se revendiquent de l'islam. Ils se disent islamistes. Maintenant, les médias propagande de la gente macronienne ne les appellent même plus terroristes. Mais ces médias les appellent tout simplement des djihadistes. Une façon de nuancer quelque chose. Djihadistes, séparatistes, autres. Je vois même que la France a dit qu'il faut les mettre ensemble. Et là, la visite de Saddam Haftar doit entrer maintenant en action. Ils sont tous venus pour moi, j'en suis convaincu, tout est planifié ensemble. Le général Saddam Haftar, que fait-il? Que propose-t-il? Il propose de sécuriser ensemble la frontière nigéro-libyenne. Sécuriser ensemble la frontière nigéro-libyenne. Ça, c'est la proposition que lui, il met sur la table. Et plus précisément, il serait heureux que la Libye puisse utiliser la base militaire de Barkhane, c'est-à-dire l'armée française autrefois, au niveau de la localité de Madama. Madama par endroit à 100 km de la frontière avec la Libye. Cette base, et contrôler cette base pour permettre à l'armée de Marshal Haftar de pouvoir se projeter et aider si possible les pays de l'Est dans certaines opérations. Si ça c'est réel, il faut mettre certaines garanties. Est-ce que les pays de l'Est ont besoin que des militaires libyens viennent se battre en territoire AES? Nous avons beaucoup de jeunes. Seulement la gente macronienne a longtemps dirigé nos pays. Les caisses ont été pillées presque. Les dirigeants actuels de l'Est sont en train de presque partir de rien. Ils sont en train de constituer les stocks d'or, tel stock. Ils sont vraiment au boulot. Si la Libye du Marshal Haftar est vraiment sincère dans ce qu'elle veut faire, il n'y a pas de problème. Au lieu de dépêcher 2000 hommes du côté peut-être de la frontière avec le Niger, dans la base de Madama, il faut tout simplement aider le Niger à recruter 2000 hommes pour les positionner à cet endroit. Le Niger va faire le boulot que la Libye voulait faire, mais avec des enfants nigériens. Il faut tout simplement accompagner. Et nous serons heureux. Le Niger a une frontière avec la Libye. La Libye, c'est le deuxième pays qui a le pétrole le plus moins cher, après l'Iran. Et la Libye, c'est au bord de la Méditerranée. Pourquoi ne pas faire un chemin de fer entre Madama, du côté du Niger, et puis la Libye? Pourquoi ne pas tout simplement faire un chemin de fer pour aider à désenclaver? Nous savons que Saddam Haftar est venu aussi dans le cadre de contrôle des flux migratoires. Oui, mais il faudrait permettre à l'armée nigérienne de se déployer aussi à cet endroit. Nous saluons leur effort. Le fait qu'ils ont pu mettre la main sur les récalcitrants, les fuyards, Mahmoud Salah, si j'ai bonne mémoire, les fameux chefs de FPL, Front Patriotique de Libération, des terroristes pro-Bazoum. Quand on dit pro-Bazoum, c'est-à-dire pro-gente macronienne. Puisqu'il y a aussi nos partenaires russes en Libye, du côté du Marshal Haftar. Sans doute une opération conjointe russo-libyenne a conduit à l'arrestation de ces chefs terroristes. Une façon d'empêcher la France de s'établir dans cette zone. Ils veulent bloquer, parce que Madama, c'est dans la zone Agadez, Madama, du coup, c'est dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire entre la Libye, l'Algérie et puis le Niger. Libye, Niger, Algérie. Dans cette zone des trois frontières, vous avez ces localités où l'alliance franco-algérienne, l'alliance militaire, parce que les bruits, l'opposition entre l'Algérie et la France, elle est diplomatique. Elle n'est même pas économique. Elle est purement diplomatique et politique. Politico-diplomatique. Pas militaire. Les deux pays gardent des bons rapports dans le cadre de leur collaboration au niveau de la bande sahélo-saharienne. Donc, détrompez-vous, il faut faire la part des choses. Ils ont des bruits au niveau politique, au niveau diplomatique. Mais au niveau des renseignements, ils n'ont pas de bruit. Au niveau de leurs armées, ils n'ont pas de problème. Au niveau économique, les gaz continuent à couler, le pétrole. Ils n'ont pas de problème. Donc, c'est à nous de comprendre et d'anticiper sur ces enjeux. Donc, la Libye veut, à travers les partenaires russes, veulent réellement s'imposer à ce niveau. Mais il faudrait aider. Nous, on ne veut pas sous-traiter notre sécurité.
Il faudrait aider l'armée du Niger à s'imposer au niveau de Madama. Parce qu'après, si les troupes de Haftar mettent pied là-bas, pour qu'ils réparent, ça serait compliqué. Au niveau économique, il parle de fourniture de carburant. Il faudrait davantage aider le Niger à pomper son propre carburant, qui peut être bénéfique aux 3 pays de l'Est. Même formule appliquée au Mali, qui a d'immenses réserves aussi. Il faudrait vraiment faire du Niger une vraie production. Nous savons que de ces pays, il y a un agenda qui ne dit pas son nom. C'est les gazoducs transsahariens. Les gazoducs transsahariens qui doivent passer par le Nigeria, rejoindre l'Algérie pour servir l'Europe. Donc Alger serait le moteur. Cela va donner à l'Algérie un poids géopolitique très immense sur la scène internationale, pouvant éclipser même ce qu'on appelle les monarchies du Golfe. Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les Qatar et autres. Donc pour eux, la meilleure façon, c'est d'aussi venir au niveau de l'Est, plus précisément au niveau du Niger, voir comment empêcher aussi la réalisation de ces travaux. Ils n'ont même pas besoin de se fatiguer. Nous, même tant qu'Alger se montre en faveur des groupes terroristes contre nos pays, qu'Alger appelle, je ne sais pas, des séparatistes et autres, si Alger est vraiment intéressé, peut garder les séparatistes. Nous-mêmes, à ce rythme, les pays de l'Est ne sont pas prêts à permettre à Alger d'avoir plus de moyens, parce que plus de moyens entre les mains d'Alger à ce rythme, c'est plus de soutien à ces groupes qui sont en train de nous attaquer. Ah oui, ils veulent sécher le financement du terrorisme, c'est de renforcer militairement le Niger, aider le Niger à finir avec le terrorisme sur son territoire. Et en ce moment, on verra par où Alger va faire transiter ces gaz-là pour chercher davantage de points auprès de l'Union européenne, mais en martyrisant les populations de l'Est. Ça ne peut pas prospérer. On est un peu à ce niveau. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait intégrer, qu'il faudrait prendre en compte. Maintenant, il faudrait aussi que ces pays nous proposent, et le Maroc et les monarchies de Golfe, que chacun nous propose c'est quoi leur plan pour aider les pays de l'Est à venir à bout du terrorisme. Tout pays qui pourra nous aider à venir à bout du terrorisme, par quelque moyen que ce soit, nous serons reconnaissants. Et là, on reconnaît des bons amis au moment des difficultés. Parce que ce qu'on appelle les terroristes, c'est une coalition franco. Oui, Tebouno macronienne contre nos pays. C'est des mercenaires bien entraînés. Nous sommes en train de les battre, nous sommes en train de les botter. Mais ça prend le temps nécessaire. Raccourcir ces temps, ce n'est pas de déployer des hommes. Nous avons suffisamment des hommes. Comment augmenter rapidement l'effectif de nos armées et augmenter suffisamment nos matériels? Au lieu d'acheter des drones par 5-10, comment en acheter 200-300 à la fois? C'est de cela qu'il est question. Comment relier par exemple la ville de Kidal à Gao par une voie bien bitumée? Donc l'armée peut se déployer rapidement. Relier Kidal à Tenzawaten. Parce que dès que nous commençons les travaux routiers ici, vous savez, c'est facile d'attaquer et disparaître. Ils viennent tout de coup, pouf, les engins, ils incendient et puis ils filent. Ils fuient. Tout ça, c'est des réflexions. Nos armées sont en train de travailler dessus. Mais quelle est aussi leur proposition? Et d'ici là, nous conseillons aux autorités de l'AES de ne dévoiler notre arsenal de guerre pour le moment à personne. On ne sait pas qui a envoyé de qui. Si vous voulez nous aider, c'est à nous de dire en quoi vous pouvez nous aider. C'est comme ça dans les relations internationales. Vous venez vers nous, ah, vous avez un problème de terrorisme, nous voulons vous aider à venir à bout du terrorisme. C'est à nous de dire en quoi faisant. Sécher les sources de financement du terrorisme, garder, il faut les neutraliser avec leurs sources de financement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Les plans pour venir à bout de ces mercenaires déguisés en terroristes. Des mercenaires, mais qui ont pour mode d'action le terrorisme. Les pays de l'Est ont le bon secret de venir à bout. Pour le moment, nous nous battons avec les moyens de bord. Et à ce rythme, nous pouvons. Ils étaient venus nous voir, sinon on n'allait pas en parler. Certains nous ont envoyé des messages qu'il faudrait se prononcer dessus. C'est ce que je pense. Peut-être dans les jours à venir, dans les semaines à venir, la géopolitique n'est jamais stable, les choses bougent à tout moment. Nous pourrons revenir si les choses évoluent. Nous vous remercions et à
demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.